Bonjour à tous. Je suis Solène, la fondatrice de SoftKids, l'appli pour cultiver les soft skills des enfants. Mais je suis aussi secrétaire générale des Digital Ladies Analyze et c'est dans ce cadre qu'on m'a demandé d'animer cette table ronde. Donc je suis très très heureuse d'avoir mes 4 invités avec moi. En fait, quand j'ai commencé à voir les 4 invités, je me suis dit je sais pas si c'est un hasard, mais chacun des invités correspond aux 4 axes que nous essayons de développer avec les Digital Ladies Analyze, qui est donc un do tank, une association qui promeut la mixité dans la tech avec différentes actions dont on va parler. Donc nous, on a 4 axes qui sont l'éducation, développer la culture numérique dès le plus jeune âge, mais aussi tout au long de la vie, la formation, avec des accès aux formations numériques à tout âge, la visibilité, agir en caisse de résonance aux expertes de la tech, et l'attractivité du secteur en favorisant l'émergence d'entreprises et de solutions qui s'engagent à renforcer la féminisation de la tech dans les entreprises. Donc je vous rappelle juste que dans la tech aujourd'hui, il y a 17% de femmes, ce qui est assez peu, sachant que aujourd'hui notre monde est tout numérique. Vous avez des algorithmes et du numérique partout, et donc il faut avoir un peu plus de mixité dans ce secteur pour avoir des solutions numériques qui répondent à tous les genres. Alors, on va commencer avec donc l'éducation et Amélia. Alors, Amélia, est-ce que tu peux nous parler de Coloris et de comment t'es venue l'idée ? Oui, alors Coloris est une méthode d'initiation à la programmation, à la technologie, au numérique pour les enfants de 3 à 8 ans sans aucun écran. Cette idée m'est venue du constat que les enfants, tu viens de le dire, sont eux aussi confrontés massivement aux outils numériques, puisque notre société est aujourd'hui façonnée énormément par le numérique, mais que finalement, pour les jeunes enfants, il existait assez peu de supports pédagogiques leur permettant de comprendre ce sujet, leur permettant de développer leur culture générale, de prendre de la hauteur et de devenir véritablement des acteurs du numérique et non simplement des consommateurs passifs des écrans. Et voilà, de ce constat, j'ai eu envie de proposer un parcours pédagogique leur permettant donc du coup de développer toutes ces compétences. Et la spécificité de Coloris, au-delà de son aspect complètement déconnecté, c'est aussi une volonté très forte d'intervenir auprès de tous les enfants, parce que je pense que le numérique est aussi un facteur d'inégalité avec des usages qui ne sont pas forcément les mêmes selon les milieux sociaux. Donc on a aussi cherché, on s'est creusé la tête avec mon associé Perrine Legal pour trouver un modèle économique qui nous permette à la fois d'assurer une vraie pérennité au projet Coloris, mais aussi un impact sur tous les territoires et auprès de toutes les populations. Et donc là, vous avez formé combien d'enfants jusqu'à présent ? 6 000. 6 000. Et là, on va quand même le dire, vous venez de lever 1 million d'euros la semaine dernière. Et l'objectif, c'est de former combien d'enfants ? 1 million. 1 million. On va faire simple. Voilà, super. Et alors, si on parle un peu de mixité, je crois que chez Coloris, vous avez déjà vu qu'il y avait des enjeux de mixité dès le plus jeune âge. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors sur ces enjeux, ce qu'on sait, c'est que effectivement, le déterminisme de genre se forme très tôt chez l'enfant. Déjà à 2 ans, l'enfant sait s'identifier en tant que fille, en tant que garçon. Et il y a plusieurs études qui montrent que les petites filles ont tendance à ne pas se projeter dans les disciplines scientifiques. Il y a notamment une étude qui est parue dans Science en 2017 qui montre qu'au-delà de la projection dans les disciplines scientifiques, les petites filles se considèrent moins intelligentes que les garçons à 6 ans. C'est assez dramatique, je trouve. Et d'autres études montrent qu'effectivement, l'introduction précoce des mathématiques, des sciences plus largement, favorise chez les petites filles des vocations, en tous les cas l'attrait pour ces sujets. Il y a notamment la chercheuse Amanda Sullivan aux États-Unis qui fait beaucoup d'expérimentations terrain sur ces sujets. Et effectivement, l'une de ces expériences montre que l'introduction de la technologie, notamment à un groupe d'enfants mix filles-garçons de 5 ans, favorise très nettement l'attrait des petites filles pour ces matières.
Donc chez Coloris, effectivement, on essaye, et du coup notre modèle économique, donc qui consiste à travailler avec les villes, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais nous on travaille avec les collectivités locales au sein des centres de loisirs. Donc on s'adresse à tous les enfants scolarisés. Donc a fortiori, on a 50% de petites filles dans nos ateliers. Et ce qu'on observe, et c'est vraiment à la fois fascinant et très enthousiasmant, c'est que les petites filles s'éclatent tout autant que les garçons dans ce qu'on propose comme activité. Et on a très régulièrement voilà, des petites filles qui effectivement développent un vrai intérêt pour ces sujets. Et donc, on l'espère très fort, qu'ils pourront, pour certaines d'entre elles, s'orienter vers ces matières plus tard. Et alors, selon toi, qu'est-ce qui expliquerait le décrochage à partir d'un certain âge ? Je pense qu'il y a plein de facteurs, mais il y a voilà, quelque chose de l'ordre de la représentation qu'on a de ces métiers, voilà, où les filles ont du mal à se projeter. Et c'est intéressant de voir que c'est très différent selon les pays. Donc on voit bien que ça n'a rien à voir évidemment avec une quelconque nature féminine qui ne serait pas adaptée à ces métiers, parce qu'il y a des pays pour lesquels on observe beaucoup plus de mixité que dans le nôtre. Donc je pense que c'est vraiment toute la société qui doit s'emparer de ce sujet, à la fois la famille qui doit voilà, permettre aussi aux filles de pouvoir se projeter là-dedans, de par la façon dont on parle de ces sujets aux filles, les jouets qu'on offre aux filles, voilà la façon dont on considère la scolarité de sa fille, mais aussi plus largement l'éducation nationale, les associations. Enfin, je pense que c'est vraiment un sujet, tu l'as dit en introduction, d'enjeu majeur, parce que le numérique est partout. On ne peut pas accepter que les femmes soient si peu représentées, et on le sait. Des choses assez fondamentales se jouent dans les premières années, même s'il n'y a pas de fatalité et tout est possible à tout âge, évidemment, mais les premières années sont quand même très importantes quand on parle de ces sujets. Merci Amélia. Alors donc Amélia, je pense qu'elle est en train de préparer les futurs élèves de l'école 42, hein, Sophie. C'est ça. Voilà. Donc, Sophie, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres déjà pour parler de la tech et de la mixité ? Bien sûr, avec grand plaisir. Bonjour. Donc les chiffres, en fait, ils changent un peu tout le temps. C'est un peu ça le problème. On n'a pas toujours les mêmes chiffres, mais néanmoins, on voit qu'il y a quand même un truc qui se décide assez clairement. C'est quand on parle des femmes dans la tech, on parle de 17%, parfois de 27%, parfois de 7%. Donc en fait, ça dépend. En tout cas, c'est tout certainement pas la moitié, alors que bon, naturellement, il n'y a pas tellement de raisons. On devrait plutôt avoir une représentation assez mixte, justement, dans ces métiers. Quand on parle de 27%, c'est surtout qu'on va parler, en fait, des métiers un peu transverses. C'est-à-dire des personnes qui sont dans la tech, mais qui vont faire du design ou de la com ou ce genre de choses. Et quand on va sur vraiment la technique, c'est-à-dire la R&D, le développement, etc., là, évidemment, on a beaucoup moins de femmes. On tombe sur du 7-10%. Et ces chiffres ont évolué, ce qu'on ne sait pas du tout. Ce qu'on a souvent qu'on a oublié ou qu'on nous a effacé, c'est qu'avant, il y avait beaucoup plus de femmes dans l'informatique, jusqu'à peu près dans les années 80. Donc, comme on est quand même dans une société phallocratique avec un bon sexisme, etc., on sait bien que c'était des hommes qui dirigeaient les laboratoires, mais quand même, il y avait beaucoup plus de femmes. Parce que c'était pas valorisé, justement. C'était regardé, on appelait ça des calculatrices, les femmes qui travaillaient là-dedans. Et en fait, dans les années 80, il y a eu le fameux ordinateur individuel qui a donc été acheté par des familles et donné principalement, comme c'est une innovation technologique et qu'on l'a vu, on est dans une société socio-sexuée, donc on pense que les petites filles ont plus l'apanage du care, de s'occuper des autres, etc. Et les hommes, soi-disant plus intelligents, ou en tout cas tout ce qui est technique. Du coup, ça a été offert à des garçons et ça a commencé à faire le creuset en fait, de la communauté dite la communauté geek. Et donc à cette époque, dans les chiffres, il y avait au moins 35-40% de femmes qui étaient dans l'informatique. Voilà pour les chiffres. Et alors, quand on a préparé cette table ronde, on a aussi parlé des différences culturelles. Enfin, moi, je suis une ancienne DRH et j'avais notamment l'Inde et le service informatique en Inde où j'avais 80% de femmes. Donc, je me disais, mais pourquoi j'ai 80% de femmes en Inde et à peine 2% en France ? Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur En fait, c'est très lié à ça et à ce qui s'est passé justement particulièrement en Occident et la compréhension que l'informatique était aussi une zone de pouvoir. En 83, il y a eu un film qui est sorti qui s'appelait War Games, où il y avait un jeune adolescent qui prenait le contrôle du Pentagone, donc déjà un truc de pouvoir. Et puis, comme je vous le disais, dans les années 80, la bascule, on la voit vraiment dans les graphiques, c'est incroyable, hein, c'est d'un coup un décrochage. Ce qui fait qu'en fait, il y a eu une communauté qui s'est créée, qui est celle des geeks. Et quand vous pensez à geek, en fait, vous pensez informatique, vous pensez geek. Vous pensez nerd, tout de suite, tout le monde. Et en fait, ce stéréotype, c'est un stéréotype qui est celui d'un adolescent blanc, plutôt pas très doué en sport,
maladroit, pour le dire poliment, avec les filles, et qui est passionné d'informatique, mais passionné, il fait que ça tout le temps, il en bouffe de l'informatique en permanence. Et ça, c'est un vrai problème, et c'est une difficulté aussi pour les femmes pour se projeter dans ces métiers, c'est qu'elles s'imaginent qu'il faut être passionné, mais pas du tout. L'informatique, c'est un métier. Pardon de faire la comparaison, mais on envoie les femmes vers du secrétariat, on se dit pas elle est passionnée de secrétariat, c'est génial. Non, bon, c'est un boulot quoi. Bon, mais l'informatique c'est pareil. Et comme tu le disais très bien, à Kuala Lumpur, 60% des informaticiens sont des informaticiennes. C'est pas des geeks, elles passent pas leur nuit à jouer à GTA, Gran Turismo, etc. C'est un métier et elles le font et c'est super. Et comme c'était très bien dit, c'est malheureux, il faut qu'on arrive à engager les femmes. Ça a été très très bien dit par Laurence dans sa keynote. Il faut qu'il y ait plus de femmes dans ces métiers-là. D'abord parce que sinon les femmes ne bénéficient pas des opportunités du numérique. Ça paye super bien, c'est hyper intéressant comme boulot. C'est pas du tout ce qu'on peut s'imaginer. Et puis évidemment, il y a des biais dans la société qui sont induits par le fait qu'il y a des équipes non mixtes. Et ça aussi, c'est dramatique. Et alors, à 42, vous faites quoi pour faire évoluer la situation ? On fait plein de trucs. En fait, je peux pas, sinon j'ai mobilisé la parole. On a mis en place énormément d'actions parce que malheureusement, il n'y a pas une petite formule magique. C'est plein de choses différentes. Ça a été très très rapidement. En fait, quand je suis arrivée, il y avait 14% de femmes. Maintenant, il y en a 32. Et en fait, le principal truc pour moi, le premier, c'était quand vous avez une majorité d'hommes, on n'a pas envie d'y aller parce qu'on sait qu'ils vont avoir un comportement qui est dû au fait qu'ils sont plus nombreux. Et ça marche dans tous les sens. C'est pas que les hommes, c'est pour tout le monde. Quand il y a une minorité, il y a des comportements qui sont induits par le fait qu'il y a une majorité. Donc pour moi, la première chose, c'était de dire aux filles, ok, venez, ça va être super. Le premier qui fait un truc sexiste, il se fait virer. Ça n'arrivera jamais. Et c'est vrai qu'on a fait tolérance zéro pour le sexisme. Mis en place des process, des sanctions, faire en sorte que l'atmosphère soit agréable, soit chouette, mais aussi pas qu'avec le bâton, pas qu'en disant attention, mais par la carotte, c'est-à-dire 42, c'est une école gratuite, ouverte à toutes et à tous, sans condition de diplôme. Donc il y avait ce terreau aussi qui était là, et en plus avec une pédagogie où il n'y a pas de prof. Et donc c'était leur dire, c'est génial, on lutte contre les discriminations, mais c'est quand même bizarre, on n'a pas assez de femmes. Donc pour rester une des meilleures écoles au monde, il faut qu'on continue à évoluer, à changer tout ça, ces représentations, et qu'on ait plus de femmes. À part ça, on a changé la communication en interne, en externe, on a formé les équipes à la mixité, et on a même fait un système de réservation des places pour les femmes, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de femmes maintenant. Et le dernier petit truc qui est là en lien un peu avec ce que fait Coloris, c'est qu'on fait une expérimentation avec l'éducation nationale pour mettre l'informatique à l'école. Donc CM1, CM2, 6e. Mais l'informatique, c'est pas que le code. C'est savoir qu'est-ce que c'est que mon image sur Internet. Éviter qu'on ait des enfants qui se suicident parce qu'ils sont faits avoir par une fausse image de quelqu'un en face qui n'était pas la bonne personne. Apprendre qu'une information peut être manipulée, etc., etc. C'est dramatique de voir dans un article récent que beaucoup de Français ne sont pas capables de se saisir des outils dématérialisés parce qu'ils n'ont pas les compétences informatiques. Et je ne parle pas du tout que du 3e âge, c'est beaucoup de jeunes. Ça, c'est dramatique. Pour avoir des citoyens en capacité d'exercer leur citoyenneté, on doit mettre les outils qu'ils vont devoir utiliser dans leur vie à l'école. Merci. Et je pense qu'il y a un sujet, on a parlé du cliché, du geek, etc. Mais il y a aussi un autre sujet qui voudrait qu'il faut être absolument bon en mathématiques pour être codeur, pour être développeur. Alors, je ne sais pas, soit Amélia, soit Sophie, pour vous, qu'est-ce qui fait qu'on peut être un bon développeur et peut-être sortir des clichés sur il faut absolument avoir 18 en mathématiques pour être développeur? Alors d'abord, c'est écrit dessus, ça s'appelle langage informatique. Je sais pas si tout le monde l'oublie, c'est quand même bizarre quand même. C'est marqué langage informatique. Donc en fait, c'est la même logique que de la syntaxe, de la grammaire. Mais il faut faire attention à quelque chose. L'informatique, ça s'apprend. Enfin, c'est pas comme si on vous lançait dans la danse classique où là, faut quand même, si t'es pas du tout prédisposé, ça va être quand même très dur parce que vraiment, faut être un peu là, etc. Mais ça s'apprend, donc il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir des bonnes prédispositions. Et après, c'est une logique, c'est de la logique humaine. Hein. La logique n'a pas popé des ordinateurs toute seule, c'est des humains qui ont plaqué la logique humaine dans un ordinateur. Donc après, les principales qualités, on dit que c'est qu'il faut, oui, en effet, avoir un certain sens de la logique. Moi, je pense qu'il faut être pugnace, qu'il faut être rigoureux. Voilà, c'est ça principalement. Et Amélia, tu peux nous donner un exemple de ce que vous faites faire comme activité aux enfants ? Oui, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, effectivement, c'est plutôt des qualités de persévérance, voilà, d'envie, de sérieux qui font qu'on réussit plus que d'être bon en mathématiques ou que sais-je. Alors, pour donner un exemple de ce qu'on peut faire aux enfants, on a une activité qui s'appelle C'est toi le robot, où les enfants vont mettre des fichus de couleurs à leurs poignets et à leurs chevilles. Et un enfant va écrire un programme avec des cartes en carton colorées.
et des instructions conditionnelles. Et l'enfant qui porte les fichus de couleur va exécuter le programme pour se déplacer dans l'espace en fonction de l'algorithme que le petit copain aura écrit. Voilà, ça c'est une des 50 activités qu'on propose. Génial. Bon, alors, on dit souvent aussi que pour avoir plus de femmes dans la tech, il faut qu'elles soient plus visibles. Donc là, je vais arriver sur Sophie et Chute Magazine, le magazine à l'écoute du numérique. Donc Sophie, est-ce que tu peux nous expliquer quelles actions vous faites chez Chute pour rendre les femmes de la tech plus visibles ? Bonjour. Eh bien, Chute Magazine, déjà, le premier numéro était très fort parce que c'était la femme et l'avenir de la tech. C'est vrai qu'on a imaginé un magazine papier avec Aurore Bizica, mon associée, pour parler de tous les enjeux de société qu'il y a autour des technologies aujourd'hui, parce qu'en fait, finalement, on a tendance aujourd'hui à cantonner ces sujets à des sujets soit de professionnels qui parlent de digital sur Twitter ou de geeks, comme tu le disais si bien. Et finalement, en fait, on s'aperçoit que les technologies numériques sont absolument partout et que donc il y a un besoin de voir à quel point les technologies traversent toute notre société sur tous les pans de notre vie. Et puis, ce faisant, sur la réflexion éditoriale de notre magazine, on s'est aperçu effectivement de ce manque de femmes dans le numérique. Nous-mêmes étant des femmes créatrices d'un média, on s'est dit qu'il fallait quand même faire quelque chose. Donc, on a créé un numéro 1 fort sur ce sujet pour affirmer notre ligne éditoriale de façon à vraiment faire émerger ce sujet encore plus qu'il ne l'est aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il a tendance parfois à être traité un peu à la marge. Les femmes dans la tech, c'est traité par un article peut-être de temps en temps. Et nous, on en a fait un peu le cœur de notre ligne édito, en fait. Donc, c'était un numéro 1, mais maintenant, c'est aussi un podcast qui s'appelle Tout Rôle Modèle. C'est une rubrique dédiée, Women in Tech, où dans chaque numéro, on prend le temps de discuter avec des chercheuses, avec des associations, des collectifs, des entreprises, parce qu'il y a énormément de collectifs qui se mobilisent aujourd'hui pour parler de ces enjeux-là. Et donc voilà, on a cette rubrique Women in Tech, on interviewe les Digital Ladies Analyze, par exemple, et des chercheuses, il y en a de plus en plus, c'est ça qui est absolument génial. On avait Laurence de Villers tout à l'heure, mais il y en a de plus en plus, des historiennes des sciences aussi qui prennent la parole sur ce sujet. Et c'est important, en fait, d'avoir aussi à la fois de marquer dans chaque numéro avec ces femmes-là, ces figures aussi du passé. Comme tu le disais aussi très bien tout à l'heure, il y a une forme d'invisibilisation des femmes qui ont été présentes. Alors effectivement, elles étaient des calculatrices, des ordinatrices, mais il y a eu aussi des grands noms qui ont été oubliés, qui ont été effacés. Et ces noms-là, en fait, c'est important aussi maintenant de les réhabiliter, de les faire exister, parce que c'est effectivement toute cette idée de toujours faire perdurer le patriarcat et donc d'oublier ces noms-là. Aujourd'hui, voilà, on a tout un travail, nous, en tant que médias, on a un rôle important pour faire évoluer ces représentations et montrer que ces femmes ont existé. Aujourd'hui, on parle de fémage, on ne rend pas hommage, on rend fémage. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire avec Chute. C'est beau. Et on a quand même tendance, on en discutait, à avoir un peu peut-être toujours les mêmes rôles modèles. Donc vous avez essayé d'avoir des rôles modèles aussi du quotidien. Et est-ce que tu peux nous en dire plus ? C'est un peu sur le podcast que vous avez fait avec des très très jeunes filles pour inciter les plus jeunes qui sont peut-être au lycée à aller vers les métiers de la tech. Alors c'est vrai qu'on a pas mal questionné ce terme de rôle modèle. On a créé un podcast qui porte ce nom-là, qui s'appelle Tout Rôle Modèle. On voulait que ce mot existe, qu'on l'entende, mais il était problématique pour nous parce que y a peut-être une paresse dans les médias, une flemme de toujours mettre en avant les mêmes personnes. Et ça, c'est très bien, mais en même temps, c'est contre-productif parce que on va pas permettre à toutes ces jeunes femmes de s'identifier. Donc, on a tendance à montrer toujours les mêmes femmes et des femmes avec des parcours brillants et donc très impressionnants. Et c'est en ça que ça peut parfois être contre-productif. Donc, nous, on a réfléchi à tout ça en se disant mais comment est-ce qu'on fait pour mettre en avant les femmes ? Et finalement, on s'est rendu compte que ce qui était très important, c'était cette diversité de rôles modèles. Il ne s'agit pas juste de mettre en avant des femmes, mais de les montrer dans toute leur pluralité, dans tout ce qu'elles sont, tout ce qu'elles font. Donc, on fait très attention à ça aussi, en essayant de varier beaucoup les profils, d'aller chercher des personnes qui ne sont pas forcément celles qu'on voit partout dans les médias. On le fait aussi, mais on ne fait pas que ça. Et puis, voilà, il y a eu ce podcast, effectivement, Tout Rôle Modèle, avec... on a interviewé, par exemple, Elisabeth Moreno, mais on a aussi interviewé des jeunes filles. Et ça aussi, ça a été
un vrai apprentissage pour nous en tant que médias, c'est que ça a été un des podcasts qui a été le plus écouté, avec celui d'Elisabeth Moreno, mais parce que il y avait ce témoignage de jeunes filles qui parlent de leur expérience de terrain, de ce qu'elles vivent au quotidien, et qui finalement en fait parlent beaucoup plus à des jeunes filles aujourd'hui qui voudraient se reconvertir, qui voudraient se diriger, s'orienter dans la tech. Donc on avait interviewé trois jeunes filles qui sont dans les associations Become Tech, qui font des bootcamps l'été pour former à la tech des ados en fait. Et elles sont en plus très enthousiastes. Et, moi, j'étais vraiment bluffée de les écouter, avoir envie de partager, parce que le principe de Become Tech, c'est des formations ensuite des jeunes filles qui deviennent ambassadrices et qui vont dans les écoles pour parler de leur parcours. Merci Sophie. Alors, on a parlé éducation, formation, visibilité, et maintenant, avec Olivier, on va voir comment ça se passe dans l'entreprise. Donc, Olivier, président fondateur de Demain AI, qui met donc l'intelligence artificielle au service du développement de contenu. Et donc, Olivier, comment ça se passe en entreprise? Est-ce qu'il y a de la mixité déjà chez toi, dans ton équipe? Alors bonjour, merci de m'accueillir. Je suis très honoré d'être parmi vous, évidemment, ce midi. Et en fait, pas tellement. Pour répondre à la question, non. Comme le disait Sophie, et de toute façon, c'est une réalité. Dans les métiers de l'informatique, il y a beaucoup d'hommes, majoritairement des hommes. Et forcément, ça crée des problèmes, même pour l'informatique en tant que telle. Comme l'a très bien expliqué Laurence de Villers tout à l'heure, ça crée des biais, enfin on pourra revenir sur ces aspects-là, mais non, il y a effectivement un constat à faire, c'est qu'il n'y a pas du tout de parité dans le domaine de l'informatique et pas de la tech. Et là, la précision est hyper importante aussi, parce que c'est beaucoup plus simple. Dans la tech, c'est des startups, donc ce sont des entreprises. Donc on retrouve une DRH ou une responsable SEO, ou etc. Oui, là on parle vraiment de l'informatique. Donc dans l'informatique, c'est pas le cas. Il n'y a pas de parité et c'est un constat consternant, mais qui est une réalité. Alors après, pourquoi on en est là finalement? Moi, je pense qu'il n'y a rien dans le système, dit dans notre histoire, qui ne pousse une femme à se diriger vers les métiers de l'informatique. Notamment parce que, comme vous l'avez dit, Sophie, il y a un phénomène d'invisibilisation qui est total dans la société, alors qui est historique, évidemment. Les choses évoluent un petit peu, mais pas très vite, il faut bien le reconnaître. Et ce phénomène d'invisibilisation, il a conduit à ce que finalement des grandes découvertes, des grandes recherches, aient été accaparés par des hommes qui avaient dans leur équipe des femmes, qui faisaient les calculs, comme vous le disiez, ou d'autres choses d'ailleurs, et qui finalement ont vu s'échapper cette sorte de victoire d'une manière générale. Ça a été modélisé d'ailleurs, hein. Je crois qu'il y a une historienne des sciences, Margaret Rossiter, qui a décrit l'effet Matilda, je crois qu'elle appelle ça comme ça, qui est un truc de principe, c'est que autant... par exemple, dans les victoires guerrières, on ne va reconnaître que le leader et pas du tout les généraux qu'il avait autour de lui. De la même manière, et de manière amplifiée, dans l'histoire des sciences, on assiste que c'est le patron du labo, parce que c'était un homme, qui s'accapare souvent le succès, même si c'est basé sur le travail d'une femme ultra brillante. Et en fait, l'histoire est constellée de ce genre d'exemples depuis très longtemps, hein. Je crois que dans le domaine de la médecine, il y a des femmes scientifiques dès le XIe siècle qui ont fait des traités de médecine, notamment sur la médecine des femmes. Et dans le domaine de l'astrophysique, la matière noire a été découverte par une femme, Vera Rubin, qui a fait tous ces calculs et qui les a refait 50 fois avant d'oser les montrer à son patron. Et d'ailleurs, tout ça est assez révélateur, parce que finalement, sur l'histoire de Vera Rubin, qui était une astrophysicienne, donc elle calculait les distances, la vitesse de rotation des étoiles dans les galaxies, et elle s'est rendue compte qu'il y avait un truc qui allait pas, ça collait pas avec la théorie, et donc elle a vérifié, parce qu'elle pensait se tromper au départ, et elle avait pu faire ce job-là parce qu'elle s'était battue pour réussir à rentrer dans le labo physiquement, parce qu'on lui opposait au départ qu'il n'y avait pas de toilette pour femmes. Et donc, et quand on rentre dans les petites histoires, et tout ça contribue au phénomène d'invisibilisation de la société, bien sûr. Alors, issu de l'histoire du patriarcat, peu importe, mais tout ça conduit à la même chose. Donc, ces femmes ultra brillantes, dans le domaine de l'informatique quand même, on reconnaît que le premier programme informatique,
revient à une femme, Ada Lovelace, la fille du poète Byron, et qui quand même, c'est une femme qui a fait le premier programme informatique. Donc, il n'y a évidemment aucune raison pour qu'il n'y ait pas plus de femmes. Tout ça n'est lié qu'à une invisibilisation faite par la société d'une manière globale. Et donc, il y a très certainement des moyens de lutter contre cette invisibilisation. Alors, et en fait, ce que vous faites, mesdames, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Ça passe par l'éducation, évidemment. Parce qu'il serait totalement absurde de penser que, en fait, un homme, une femme, intellectuellement, c'est la même chose. Donc, il serait absurde de penser que, voilà, comme on le disait il y a quelques décennies, que, voilà, quand un garçon et une fille voulaient faire médecine, le garçon sera médecin, la fille sera infirmière. Ce qui est une hallucination d'entendre ce genre de choses, mais dans l'informatique, on peut avoir ce genre de réflexe. Donc, il faut les rendre visibles par l'éducation. Ces métiers-là, parce que ce sont des métiers, ils s'apprennent, et là je rejoins Sophie également, que bien sûr chacun a sa chance de la même manière, et que la compétence derrière est tout autant du côté des hommes que des femmes. Enfin là-dessus, il n'y a bien sûr pas du tout de débat. Le côté rôle modèle me paraît important également, parce qu'il faut montrer des exemples, pas forcément tout le temps les mêmes, je suis assez d'accord là-dessus, parce que finalement on va... La marche est haute pour atteindre le niveau peut-être de notoriété. C'est une ambition très forte sur ces rôles modèles. Donc, alors que je pense objectivement qu'il y a des rôles modèles à tous les échelons dans toutes les entreprises, quoi. Et on en côtoie quand on bosse dans une boîte. Enfin, ce sont des équipes hommes et femmes. Donc le rôle modèle doit être mis en avant pour prouver aux filles en fait qu'elles peuvent tout aussi bien qu'un garçon y accéder. Il y a un travail très certainement à faire aussi sur les hommes et le management dans les entreprises, parce que quand même patriarcal, habituer le patron, enfin bon, voilà. Oui, juste là, je te coupe, pardon, mais il y a une récente étude qui montrait que les femmes qui travaillent dans la tech sur des métiers de tech partent au bout de 10 ans et arrêtent de faire de la tech parce qu'elles sont dans des milieux qui ne sont absolument pas inclusifs. Non, absolument. Et ça, pourquoi ? Parce qu'il y a eu toute cette histoire de geek là, dont tu parlais, Sophie, le nerd avec ses pizzas et son coca, et qui passe toute la nuit pas rasé, pas lavé. Voilà, ambiance de mec, on va dire un peu. Hein. Donc ça, il faut lutter contre ça, puisque moi, les informaticiens que je connais ou informaticiens ne sont pas du tout comme ça, physiquement, évidemment. Enfin, ce sont des gens normaux qui font un métier. Mais effectivement, il faut que ça soit beaucoup plus inclusif. Ça passe bien sûr par les dirigeants, par le management, les dirigeantes, qui doivent aussi veiller à ce qu'il y ait une bonne représentation équitable des femmes, hein, puisque c'est comme ça que les entreprises fonctionnent le mieux, hein, à mon avis. Et puis, un autre point duquel j'aimerais parler, c'est que la technologie aussi peut finalement se révéler inclusive. Alors, je vais m'expliquer. En fait, on a parlé, Laurence de Villers a pointé les dangers réels, hein, objectivement, de l'IA, du côté artificiel des sentiments, de la relation, etc. Sont des dangers, il faut être hyper vigilant, c'est complètement réel. Par contre, l'IA peut également faire des choses bien. Et donc, je vais juste parler de cet aspect-là. Donc, par exemple, déceler à travers les publications dans des médias de la part de voix accordée aux femmes. J'ai en tête, il y a un exemple d'un journal brésilien qui s'appelle Folha, qui a développé un algorithme pour regarder comment à l'intérieur du journal, en fait, on traitait les parts de voix. Est-ce que c'était équitable ? Est-ce que c'était souvent des hommes, enfin plus des hommes ou des femmes qui étaient interviewés ? Etc. Bon, bien sûr, le résultat, va pas vous étonner, mais au moins, ça permet de rendre visible, je trouve, ce genre de choses. Et l'analyse comme ça d'un gros volume de données permet de montrer une réalité aussi, de le dire, de le prouver et de montrer que effectivement les médias, par exemple, ont aussi une responsabilité dans cette affaire. Donc je pense que c'est vraiment un enjeu de société, que les entreprises doivent chercher cette mixité, que les médias doivent mettre en avant les rôles modèles et que l'éducation doit accompagner ce mouvement, parce que les progrès sont lents. Enfin, la route est encore un peu longue et effectivement, ça va se passer avec des changements de génération, de l'apprentissage rapide. Voilà. Donc je dirais que la situation
même si elle est défavorable, de mon point de vue, finira par se régler. Ça prendra certainement du temps, comme d'autres combats des femmes, mais c'est pour le bien, je pense, de la société, des produits, de l'IA derrière, etc., de manière à ce que ça soit que les femmes construisent le monde dans lequel on vit en même temps que certains hommes, quoi. Ouais. Alors après, ça s'améliore, mais très doucement. Et quand on voit là les problématiques avec la réforme du lycée, le nombre de filles qui va dans certaines filières, on se dit qu'il y a encore du travail. Quand j'ai échangé avec vous tous aussi, vous m'avez parlé un peu de la problématique de faire venir aussi certaines femmes dans certaines filières, parce qu'il y a tech et tech. Souvent, on parle du digital au sens large, où on va pouvoir avoir, par exemple, des métiers de marketing digital. Est-ce que c'est de la tech? Et quand on parle vraiment de tech pure, type intelligence artificielle, on voit que les femmes, elles aiment bien se planquer dans leur laboratoire et que du coup, on les voit pas trop. Alors, je sais pas, peut-être Sophie, combien le pourcentage de filles dans la filière IA à 42? Alors, on n'a pas une filière en fait à 42. Du coup, ça va être difficile de le décrire. Mais en fait, on a un système où on a d'abord un socle commun et après, chaque personne va déjà à la vitesse où elle veut dans son apprentissage et va s'orienter vers n'importe laquelle des spécialisations. Donc, tu peux faire un peu d'IA, puis dire non, je vais faire un peu de cybersécurité. Non, finalement, je vais faire un peu de développement mobile. Donc, c'est difficile à dire. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance quand même des femmes. Je pense que c'est par un biais culturel qui fait qu'elles vont particulièrement en intelligence artificielle parce que ça a du sens en fait et parce qu'elles pensent parce qu'elles ressentent qu'elles vont pouvoir faire des choses qui vont avoir un impact et qui a ce lien quand même avec en fait des aspects sociologiques. Donc je pense qu'il y a ce biais-là qui les amène plutôt vers l'IA. Et Sophie, trouver des femmes qui travaillent sur l'IA, mis à part Laurence. Ça tombe bien parce que justement, on a interviewé récemment une femme qui travaille dans l'IA dans un service d'Orange en fait. Raoula, donc j'ai oublié le nom de famille, qui travaille dans un service d'une vingtaine de personnes. Donc elle est manageuse en intelligence artificielle. Je viens de faire le podcast. Et c'est vrai que c'était passionnant parce qu'il y a cette dimension-là qu'elle apporte dans son équipe d'IA green, d'IA éthique, d'IA de la diversité. Tous ces sujets-là, en fait, ont beaucoup d'importance. Ils travaillent sur un peu un SAV du futur, avec de la reconnaissance vocale. Et donc, pouvoir apporter un service 24 heures sur 24 partout dans le monde, puisque Orange est implanté partout dans le monde. Et ça permet de reconnaître, par exemple, des accents. Ils travaillent justement là-dessus pour pas qu'il y ait des biais où on ne peut pas reconnaître certains accents. Donc on en trouve, effectivement, il faut aller les chercher, mais il y en a des femmes dans l'intelligence artificielle et c'est comme tu disais, effectivement, sur des sujets à impact, elles prennent la parole. Alors juste, pardon, si je peux dire, et on a deux filles qu'on incube à Station F qui sont de 42, qui travaillent qui ont monté une start-up pour créer un logiciel d'IA pour justement aller checker tous les synopsis de films, de séries, etc. et pour voir quel est l'équilibre et quelle place on donne aux femmes quand elles sont. Donc c'est vraiment dans le sens mais c'est hyper important. Et l'IA, parce que l'IA peut traiter un grand nombre de données, des volumes de données très importants, et donc c'est le seul moyen en fait d'avoir une vision à peu près objective là-dessus. Je reviens juste, Sophie, sur ce que vous disiez sur l'IA, parce que on trouve quand même un peu de femmes dans l'IA parce que c'est issu des laboratoires, des labos de recherche, cette technologie, puisque finalement, ce sont des chercheurs et chercheuses hyper brillantes. C'est le cas de cette femme qu'on a interviewée. Bah oui, parce que en fait, quand on fait de l'astrophysique ou quand on traite des volumes d'informations énormes, il n'y a que l'intelligence, des algorithmes qui peuvent le traiter. Et souvent, donc, il y a des femmes dans ces labos de recherche qui l'utilisent pour faire leur travail. Enfin, voilà. Et donc, c'est pour ça que finalement, dans cette discipline, il y a des femmes. Je ne dirais pas du tout la même chose pour les ingénieurs en informatique, par exemple. Ou dans les écoles d'ingénieurs, on sait que traditionnellement, c'est plutôt des garçons, mais ça, c'est tout le système qu'on a décrit précédemment. Mais c'est vrai que, issu de la recherche et des labos, l'IA facilite avec des grands guillemets l'inclusion des femmes. Et puis, je voulais aussi apporter une précision sur un autre point qu'on a abordé tout à l'heure. Parce que je suis tout à fait d'accord et je pense que c'est important également. Moi, j'ai eu l'occasion il y a 2 ans de travailler sur un rapport sur l'électronisme. C'est la difficulté à se servir des outils numériques. Et comme on vit dans une société qui est totalement numérique aujourd'hui,
il y a besoin d'un accompagnement très fort. Et c'est vrai que cet accompagnement, il est pour éviter une exclusion, en fait. Donc là, c'est vraiment en défensif. Et je pense qu'il est hyper important également de s'attaquer à ce problème-là, parce qu'autrement, on va décrocher une partie de la population. Moi, le chiffre que j'ai en tête, c'est 17%. Hein. Et c'est effectivement jeunes, vieux, riches, pauvres. C'est pas lié à ça, en fait. Et dans les territoires, par rapport aux métropoles, on pourrait imaginer que, mais non, c'est tout le monde. Et là, il y a un énorme travail de fond, parce que si on décroche 17% de la population, on va avoir un problème à gérer plus tard. Donc voilà. Un vrai enjeu de société. Ouais. Et Amélia, ces notions d'intelligence artificielle, c'est des choses que dont vous parlez déjà avec les enfants ou Oui, absolument, parce Ouais. que finalement, la vraie révolution qu'on vit aujourd'hui, c'est celle-ci, c'est celle de l'intelligence artificielle et voilà, de ces algorithmes très sophistiqués. Alors, on en parle de manière très simplifiée et mise à la portée du petit enfant, mais par exemple, parmi les activités qu'on propose aux enfants, il y a la lecture d'un conte qu'on a écrit. Le dernier chapitre porte sur l'intelligence artificielle et les enfants vont se rendre compte que voilà, le petit robot avec lequel ils jouent est doté d'une intelligence artificielle qui lui permet de proposer un dessin original à partir de l'étiquetage d'un grand nombre de dessins. Donc, ils vont comprendre ce que c'est l'étiquetage, par exemple. Voilà, mais encore une fois, de manière très, très simple. Et on a aussi toute une gamme de jeux de cartes sur plein de sujets. Et on a un jeu de cartes, on appelle ça images classifiées dans la pédagogie Montessori, sur l'intelligence artificielle. Donc, les images classifiées dans cette pédagogie permettent d'introduire n'importe quel sujet à l'enfant sous la forme d'une représentation imagée sur des cartes. Donc effectivement, on leur propose de voilà, découvrir les différentes applications de l'intelligence artificielle qu'ils connaissent déjà finalement, parce que voilà, c'est les résultats de recherche d'un moteur de recherche, c'est le GPS, c'est plein d'applications qui manipulent tous les jours, mais voilà, qui ne portent pas le nom d'intelligence artificielle en tant que telle. C'est de la culture finalement. Je vais juste te dire un truc quand même, c'est que quand on a découvert l'électricité, ça a été mis au programme scolaire hyper rapidement. Ce qui est heureusement, parce qu'imaginez sinon je vous allume une lumière et je vous fais regarde, magie, et puis je peux, tu vois, c'est vraiment l'ouverture. Et ben c'est quand même étonnant que l'informatique, et ben c'est toujours pas, alors qu'on l'utilise tous les jours et qu'il y a des drames aussi qui arrivent tous les jours par une incompréhension, une incompétence de ces domaines, de ces compétences. C'est fou. Donc il faut vraiment absolument qu'il y ait une démarche qui soit faite. C'est pour ça qu'on a fait cette fameuse expérimentation. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait coloris. C'est pour ça qu'il faut absolument mettre ces compétences-là tôt à l'école pour déclencher des vocations pour les petites filles, pour donner les compétences à ceux qui ne les ont pas dans leur milieu social, peut-être parce que ils ont des devices, mais ils consomment, mais ils n'ont pas encore les compétences. C'est quand même une question d'urgence, quand même. Et si je peux ajouter une chose, il y avait un point qui me paraissait important et sur lequel ça vaut peut-être le coup aussi de lutter, et moi qui me choque profondément, c'est que les assistants virtuels qui ont été créés, donc qui comprennent, enfin qui interprètent le signal de ce que vous dites et qui derrière vont aller chercher une réponse pour vous la donner, sont des femmes, enfin, comme si l'assistant était une assistante, en fait. Et là, encore une fois, on est en train de reproduire exactement le même truc que l'infirmière de tout à l'heure et le médecin. Et ça va pas. Donc, il faut bien sensibiliser dans les entreprises tout le monde, tous les services marketing, de com, etc., je pense, pour veiller à ce qu'on ne reproduise pas ces distinctions de genre, parce que, bah voilà, donc Google Home ou Alexa, dans l'esprit collectif inconscient, sont plutôt des femmes. Et ça, c'est un problème pour moi, parce que c'est justement des occasions qu'on a à chaque fois de corriger un petit peu le tir et de l'appeler Jarvis comme dans Iron Man, et c'est très bien, et ça fera rigoler tout le monde. Donc, Alexa, je crois non, c'était l'assistant Siri Oui. d'Apple qui est plutôt une voix féminine aux États-Unis. Quand on l'insultait, elle répondait avec un truc un peu rigolo en fait. ouais. Ça a été changé récemment, mais ouais, c'est terrible. Et Ouais. ça propage et ça reproduit les biais qu'on vit depuis tout le temps. Hein. Oui, c'est ça. Juste, du coup, il faut bien faire attention. C'est pas l'informatique qui est en cause, Ah, c'est du notre tout. société. Non, c'est Mais nos sociétés. il faut utiliser, en tout cas, ces nouveaux outils pour pouvoir justement essayer de modifier les choses et en prendre ça comme une opportunité, évidemment, pour changer les choses. Exactement, et à chaque innovation, il faut réfléchir de cette manière-là avant de se lancer sur enfin, ce que je pense. Mais peut-être avoir à chaque fois une mixité obligatoire dès qu'on crée un algorithme. Mais bon, on n'y est pas encore.
d'accord. Et oui, il y a un vrai enjeu de démocratisation parce que tous les sujets tech, rien que les mots font peur. On avait changé là-dessus, Sophie, parce que tu es aussi sollicitée par les entreprises et quand on parle aux collaborateurs de blockchain, d'IA, bientôt on va travailler dans le métaverse, et ben les gens ont peur. Donc, Tout est buzzword, ouais. Donc, comment est-ce que vous faites pour démocratiser tout ça, Sophie ? Eh bien, je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie, en fait. C'est ce qu'on essaie de développer avec un format qui s'appelle La puce à l'oreille, un podcast qui est soutenu par AXA. Et l'idée, effectivement, c'est de prendre ces gros mots de la tech, parce que voilà, ces mots-là qui font un peu peur, blockchain, comme tu dis, IA, qui sont partout dans les médias. Et quand on les voit dans les médias, souvent, alors il y a soit un problème de compréhension, soit ça cristallise. Il y a un peu des clivages, en fait. Ça cristallise d'un côté le pour et le contre. Et on n'a pas une juste mesure, d'essayer de comprendre comment tous ces mots-là, aujourd'hui, ont un impact réel, concret dans notre société. Donc, on s'attarde sur ces mots avec des chercheurs et des chercheuses pour bien les décortiquer, bien les comprendre, mais on apporte notre touche de médias, de venir apporter de la pédagogie pour mieux les comprendre, mieux les intégrer, avec un côté un peu ludique aussi. Mais c'est vrai qu'il y a cet enjeu, en fait, aujourd'hui, de culture numérique. C'est exactement ce qu'on disait, quoi. C'est dès le plus jeune âge, effectivement, maintenant, il faut travailler sur cette idée de culture numérique, ne pas cantonner la tech à un domaine, ne pas la cantonner à une activité qui serait le code, mais travailler avec des ados sur ce qui est tout ce qui concerne le cyberharcèlement, par exemple. C'est des grands enjeux aujourd'hui. Je suis encore étonnée que ça soit pas plus sur le devant de la scène, en fait. Merci. Alors, on va arriver à la fin de la table ronde. Là, il nous reste 4 minutes. Donc, je vais vous demander à chacun un mot de la fin. Et quelle serait pour vous l'action pour avoir plus de mixité dans la tech ? L'action qu'il faut absolument mettre en place. Et on va honneur aux hommes, à Olivier. Okay, super, merci pour cet honneur. Non, mais moi je pense que ce qu'il faut, c'est rendre visible. Donc, le plus il y aura de baromètres qui mesureront les choses, mais de manière factuelle. Hein. Enfin, il ne s'agit pas du tout d'être partisan d'ailleurs. On n'a pas besoin. Il suffit de dire les choses, de les montrer. Donc, rendre visible par les médias, par des baromètres, par des études, etc. Publier ces études, en parler, parce que ce n'est qu'en rendant visible ce genre de choses qu'on pourra les corriger. Et puis, veiller à ce que dans toutes les innovations qu'on fait, et il y en a tous les jours, on se pose la question. Je pense que ça, si on réussissait à faire ce genre de choses, déjà, on progresserait grandement. Merci. Amélia ? Alors, si je devais choisir une seule action, moi, j'investirais... Alors, je pourrais faire de l'autopromotion, mais je choisirais véritablement d'investir, mais massivement, dans la formation des enseignants. Parce qu'eux aussi, comme nous tous, ont beaucoup de biais dans la façon dont ils enseignent, dans la façon dont ils donnent envie à certains enfants plutôt qu'à d'autres, à des filles plutôt qu'à des garçons ou vice-versa, de s'orienter vers telle ou telle matière. Et s'ils avaient conscience de l'enjeu sociétal majeur qu'ils ont entre leurs mains, sans doute qu'on verrait des effets très bénéfiques très vite. Merci. Sophie ? Je ne peux pas m'empêcher de dire tout rôle modèle. Effectivement, il faut que les femmes prennent la parole. On a tendance il y a un discours un peu dominant qui dit que les femmes s'autocensurent. Et je trouve que c'est important aussi de déconstruire un peu ça. C'est Isabelle Collet dans Les Oubliés du numérique qui parle de censure sociale. Et c'est donc des constructions, en fait, de sociétés qui sont là effectivement depuis plusieurs années maintenant. Et c'est pas parce que les femmes s'empêchent, c'est parce qu'elles vivent dans une société qui leur dit qu'elles sont pas légitimes pour prendre la parole. Donc il faut qu'un maximum de femmes effectivement viennent prendre la parole dans toute leur diversité et qu'elles témoignent sur leur parcours. Je pense que ce qui est le plus important, c'est l'approche métier aussi. C'est là où on est vraiment dans quelque chose de très concret. On voit l'impact que ça a sur la société. Donc voilà. Merci. Sophie ? Eh bien, une combinaison de tout ça. Moi, je ne vais pas dire ce que je voudrais, je vais juste raconter une anecdote parce que je trouve que ça dit beaucoup de ça. C'est qu'une des actrices des Femmes de l'ombre, donc vous voyez ce film avec des femmes noires qui travaillent en informatique, une des actrices, c'était hyper émouvant, lors d'une interview, dit, la larme aux yeux, qu'en fait, on lui avait volé ses rêves. Parce qu'en fait, elle ne se pensait même pas qu'un jour, qu'elle avait le droit de rêver à pouvoir incarner une femme dans des sciences, dans l'informatique,
Parce que elle, femme noire, c'était même pas pensable. Voilà. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que ça n'existe plus, qu'on puisse laisser les petites filles pouvoir rêver parce que on a compté, parce que on a mis la formation, parce qu'il y a des rôles modèles, etc. Et qu'on arrête de leur enlever tout ce champ de possible et qu'on leur rende. Voilà. Eh bien, merci. Ce sera un très beau mot de la fin. Merci à tous.